Devenir une femme autrement. Aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est l'un des seuls à pouvoir être évité grâce à un vaccin. C'est la raison pour laquelle Aesio Mutuelle se mobilise pour son dépistage et pour la vaccination contre les papillomavirus. À travers ces 3 épisodes, le podcast Devenir une femme autrement vous propose de découvrir le témoignage de Sabrina Nani, comédienne qui, à l'âge de 40 ans, et alors qu'elle rêvait de devenir mère, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle a décidé de mettre son histoire en scène dans un spectacle intitulé Ex Utero et de s'engager contre cette maladie qui touche près de 3000 femmes en France chaque année. Les questions de maternité, de féminité et de résilience sont au cœur de ce podcast proposé par Aesio Mutuelle. Dans ce 2e épisode, Sabrina Nani nous raconte comment, du jour au lendemain, elle a vécu une véritable rupture avec son corps. Un cancer implique un réel traumatisme émotionnel et physique pour les patients. De la reconstruction de sa féminité à la redécouverte des plaisirs, Sabrina nous raconte les défis auxquels elle a été confrontée. Déjà, en ce qui concerne le cancer, on ne parle jamais de guérison. Le mot guérison n'existe pas quand on parle de cancer. On parle de rémission, mais on parle de rémission au bout de 5 ans. Donc, la première étape, déjà, c'est de quitter le médical. Et là, pour le coup, c'est un moment qui est très difficile parce que tous les gens autour de vous vous disent « c'est super, c'est fini, c'est génial, tu t'en es sorti » et qu'en fait, on se retrouve complètement orphelin parce qu'on était pris en charge, parce que on a une espèce de bulle, une espèce de cocon autour de soi où il y a des gens qui s'occupent de vous et d'un seul coup, oui, c'est fini, mais d'un seul coup, on n'a plus les repères et on n'est pas guéri. Il y a pas mal de personnes qui sont passées par l'étape du cancer qui pensent la même chose. C'est ce moment de solitude qu'on ressent quand c'est terminé, alors que tout devrait aller bien. Il y a un côté très paradoxal. C'est-à-dire qu'on n'est plus pris en charge par le domaine médical, mais les dommages collatéraux commencent. Alors les dommages collatéraux, ils sont physiques. Par rapport à la radiothérapie, parce que la radiothérapie, en fait, c'est censé être des rayons qui sont très ciblés, mais ça touche quand même malgré tout d'autres organes. Et donc moi, c'était au niveau de l'intestin, et donc ça a été très compliqué pendant plusieurs mois après. Et ça vous aide à ne pas oublier ce qui vous est arrivé. De toute façon, même si on n'oublie pas en un claquement de doigts, ça reste compliqué. Ensuite, ces fameuses ovaires qu'on m'a déplacées je ne sais pas où, n'ont malheureusement pas été épargnées. Donc, pendant que j'étais encore en traitement, on m'a dit « Je suis désolée Madame Nani, mais vos ovaires n'ont pas supporté la radiothérapie, donc a priori, vous serez ménopausée. » J'ai pris ça un peu comme le reste, j'ai dit « Ok, on continue. » Jusqu'au jour où, en fait, on est obligé d'attendre je sais plus, je crois que c'est à peu près 6 mois, de faire des analyses de sang pour être sûr que c'est bien la ménopause et que c'est pas juste parce que vous avez subi ces traitements-là qu'il y a des problèmes, c'est que c'est vraiment la ménopause. Donc on attend. Et là, on a ce qu'on appelle une ménopause induite. Et les bouffées de chaleur, mais qui ne sont même plus des bouffées de chaleur, ce sont des journées de chaleur, des nuits de chaleur qui ne s'arrêtent jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que vous êtes un four en permanence. Voilà. Et parce qu'en fait, une ménopause induite, c'est-à-dire que tous les symptômes qu'on peut avoir sur une ménopause un peu naturelle, on a tout d'un coup. Donc, les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, au niveau de la peau, enfin, au niveau on a tout d'un coup. Et donc là, il faut que j'attende 6 mois avant qu'on me prescrive un traitement qui va un peu alléger ces conséquences-là. Donc après, j'ai été traitée avec des patchs hormonaux, où là j'ai pu reprendre une vie à peu près correcte physiquement. Après, donc, comme on touche à l'intimité, il y a la sexualité. Donc là, la sexualité, on n'y pense même pas en rêve. De ce que m'a décrit le chirurgien, on me dit que on m'a raccourci le vagin, que j'ai plus de col, que j'ai plus de... Je me dis, ok, donc c'est Hiroshima là-dedans, personne n'y touche.
en fait. Voilà, donc tout ça, par rapport à la féminité, on est un peu... parce que moi, j'ai eu ce que j'appelle une ablation invisible, en fait. Quand on a un cancer du sein, si on subit une ablation, c'est vraiment une ablation physique. Être une femme, qu'on ait une poitrine qui soit grosse ou petite, on a de la poitrine. Et donc, quand on vous enlève une partie de la poitrine, oui, vraiment, là, on est sur... Moi, on m'a enlevé quelque chose qui fait que je suis une femme, parce qu'il n'y a que les femmes qui ont un utérus, c'est ce qui sert à donner la vie. Je ne l'ai plus, mais ça ne se voit pas. Donc il y a ça aussi à intégrer. Et j'ai par exemple une anecdote qui m'est arrivée et du coup qui fait partie du chemin et ça fait partie des anecdotes qui m'ont surprise, où je pensais que ça y est, j'avais réglé le problème. J'avais mal d'un côté, j'étais chez une gynéco qui me fait une échographie. Et des échographies, donc pour le coup j'en ai eu quand même pas mal. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'avais l'écran en face de moi. Et pour moi, voir l'écran d'une échographie, c'est voir un bébé qui se dessine. Quand on montre un écran d'échographie à une femme, c'est pour lui montrer qu'il y a quelque chose dans son ventre. Et là, j'ai vu le vide. Et je me suis effondrée en larmes chez la gynéco. Et c'était, 3-4 ans après. Donc, et c'est là où on se dit qu'il y a encore des choses qui restent. On n'est pas... voilà. Donc ce jour-là, je me suis dit, ok, il y a des étapes à franchir auxquelles on ne s'attend pas forcément dans ce parcours. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait que ça fait déjà 6 ans, donc que je suis officiellement en rémission, peut-être que j'aurai encore d'autres étapes à franchir. Donc là, j'ai parlé des points un peu négatifs. Le point positif, c'est peut-être le seul physiquement, c'est de ne plus avoir ses règles. C'est-à-dire que du jour où du jour où je me suis réveillée de ma chirurgie, je n'avais plus mes règles. Et ça, c'est chouette. Ça, voilà. Ça, c'est quand même le point très positif. Et après, donc du coup, c'est de se reconstruire malgré tout. Là, c'est dans la tête. Et de continuer à avancer, de garder la tête haute. Et de se dire que on a quand même de la valeur, malgré le fait qu'on ne peut pas être maman. Se reconstruire, c'est aussi peut-être reconstruire l'image qu'on a ou qu'on s'est fait pendant longtemps de la beauté, de la féminité, de tout ce qu'on croyait être évident, qu'il faut peut-être reconstruire à ce moment-là. Est-ce que vous avez eu un travail à faire là-dessus, d'acceptation de ce nouveau corps qui change, pas forcément au même âge que les autres aussi, parce que... Alors ça aussi, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose qui est positif à plus long terme, c'est-à-dire qu'effectivement, la ménopause, c'est quand même un signal difficile pour une femme, un passage difficile pour une femme, que moi, j'ai eu à un moment où c'était pas normal, et où j'ai eu le traitement qui va avec pour pallier à ça. C'est-à-dire que je peux pas dire parce que je suis ménopausée, je suis vieille. C'est ce qu'on se dit quand la ménopause commence à arriver. Moi, aujourd'hui, je suis ménopausée, mais je suis pas vieille. J'ai porté des lunettes à l'âge de 6 ans, donc de toute façon, je suis ménopausée et je porte des lunettes. C'est pas pour ça que je suis vieille. Voilà, j'ai toujours prendre le verre à moitié plein. La première fois qu'on se dit qu'on est ménopausée, c'est wow. Mais en fait, après, ça fait partie de son quotidien et voilà, et c'est comme ça, et finalement, c'est pas si pire. On vit avec, et je pense que moi, la force que j'ai eue, alors du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup la résilience, c'est de vivre et de m'accommoder avec ce qui m'est arrivé et d'en faire autre chose, de le transformer ou de vivre avec, parce que finalement, je suis toujours là pour pouvoir en parler, pour pouvoir aider d'autres femmes à qui c'est arrivé, et de réussir à regarder la tête haute malgré les épreuves, parce qu'aujourd'hui je suis toujours là, j'ai toujours mes amis, j'ai un joli spectacle qui est en cours toujours qui continue de vivre, j'ai des nouveaux objectifs dans la vie qui ne sont plus les mêmes que j'avais avant tout ce marasme, mais en ce qui concerne la beauté à proprement parler, encore une fois, j'ai jamais eu ce sentiment
d'être ni plus belle, ni plus moche, ni plus... parce que moi, la cicatrice que j'ai, elle est invisible. Je reste une femme d'extérieur et même à l'intérieur. J'ai mon corps de femme, j'ai mon regard de femme, j'ai mon cœur de femme. J'ai juste plus la possibilité d'avoir des enfants. Mais la beauté en tant que telle, elle est beaucoup dans le... Alors après, la beauté, c'est comment on se sent. La beauté intérieure, elle est aussi beaucoup dans le regard de l'autre. Et je pense que l'autre ne peut pas me regarder différemment dont on pouvait me regarder à l'époque. L'autre, aujourd'hui, c'est aussi le public. Et du coup, c'est encore plus de regard vers vous. Et peut-être même un rapport à la séduction qui a pu changer. Oui, alors un rapport à la séduction, oui. Par rapport au public, encore une fois, pour moi, c'est de les amuser et de les faire rire avec un peu de pédagogie entre les lignes. Après, en termes de séduction, avec ou sans utérus, j'ai jamais été une grande pro, donc je peux pas répondre à cette question. Non, mais mon rapport à la séduction, pour le coup, il n'a pas du tout changé. Vraiment, là, je suis incapable de donner quelques conseils que ce soit à ce niveau-là. Et dans les rapports amoureux, est-ce que ça a changé quelque chose ? Ça a changé quelque chose de toute façon, parce que j'ai une amie qui m'avait dit cette phrase que j'avais beaucoup aimée, qui était très paradoxale, c'est que le problème maintenant, c'est que tu es obligé de tomber sur quelqu'un de bien. Parce que par rapport à ce qui m'est arrivé, je peux pas... les coups d'un soir comme ça, un peu rock'n'roll, c'est pas possible. Il faut un minimum. Et surtout la reprise, parce que ça a mis du temps, beaucoup de temps. Donc le rapport à la sexualité, le rapport aux hommes, c'était un rapport de confiance avant même d'être un rapport de séduction, justement. Enfin voilà, là où en termes de séduction, j'ai jamais été très douée, même avant. Là, il était même plus question de séduction, il était question de confiance. Donc effectivement, je n'avais pas d'autre choix que de tomber sur quelqu'un de bien. Et ça a été le cas, heureusement. Je n'ai jamais eu peur. Alors, forcément, c'est pas la première chose qu'on dit quand on rencontre quelqu'un, mais c'est quelque chose qui peut arriver très vite sur le tapis. C'est-à-dire que moi, j'en ai pas honte. C'est comme ça. Maintenant, si ça te pose un problème, eh ben, salut. Mais c'est de pas avoir honte de son histoire et de pas avoir honte de ce que ça engendre et de continuer à être soi-même avec toutes ces cicatrices, ces séquelles, et voilà, enfin, c'est ce qui nous construit en fait. Moi, ça fait partie de mon histoire, et mon histoire, si aujourd'hui je veux la partager avec qui que ce soit des amis ou des amants, il faut m'accepter avec ce qui m'est arrivé. Le rapport aux hommes, c'est la confiance et la vérité. Voilà ce que ça a changé, et je pense que c'est plutôt pas mal d'arriver avec ces deux, ces deux valeurs quand on rencontre quelqu'un. Sur le long chemin de la rémission, Sabrina a pu s'appuyer sur ses proches et sur son travail de création. Dans son spectacle Ex-Utéro, elle distille quelques messages de prévention, notamment au sujet du frottis, mais pas seulement. Alors le frottis, c'est pas la première étape. En fait, la première étape, c'est le vaccin contre le papillomavirus. C'est les parents qui doivent savoir que ce vaccin existe, puisque le vaccin ne peut se faire avant la vie sexuelle. Donc a priori, dans le meilleur des cas, c'est entre 11 et 14 ans. Il peut y avoir un rattrapage jusqu'à 19 ans et dans certains cas, jusqu'à 26 ans. Mais c'est quand même extrêmement... pour l'instant, c'est encore extrêmement limité. Donc la première étape, c'est ça. Donc moi, effectivement, dans la première version de mon spectacle, pour moi, j'étais branchée frottis parce que moi, c'était le frottis qui m'avait sauvé la vie. Le papillomavirus, c'était une espèce de nom un peu rigolo. Et au fur et à mesure, effectivement, j'ai fait évoluer ma démarche de prévention vers cette étape de vaccin, qui est la première étape et qui donc est plutôt destinée aux parents. Et qui concerne à la fois les jeunes femmes, les jeunes filles, mais aussi les garçons. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure quand on se renseigne. Mais effectivement, si on ne fait pas la démarche, pas beaucoup de monde qui vous en parle, c'est que ce fameux papillomavirus, il engendre 6 cancers, dont certains touchent les hommes. Les hommes, mais que les hommes. Le cancer du pénis, c'est les hommes. On a le cancer de l'anus, donc ça, c'est les hommes et les femmes. La sphère ORL, qui concerne les hommes et les femmes, et le cancer de la vulve, du vagin et de l'utérus, qui sont pour les femmes. J'ai toujours refusé de faire un spectacle sur le cancer, parce que mon spectacle ne parle pas de mon parcours, du moment où je l'ai appris. J'essaye pas de faire rire avec... pourtant, il y a moyen, je promets qu'il y a moyen. Quand on prend tout ça au 15e degré, il y a moyen de se marrer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a sauvée à l'époque.
Mais le choix que j'ai fait, c'est d'en parler autrement. Et donc, je ne raconte pas mon parcours de malade, je joue à la maman. Et en filigrane, en fait, de cette histoire de maman, il y a un diagnostic qui s'établit au fur et à mesure, jusqu'au terme du spectacle, où effectivement, on comprend que tout ce que j'ai joué depuis le début, c'était pour de faux. Que mon enfant, mon fils, puisque c'est un fils que j'ai dans le spectacle, n'existe pas. Et à la fin, pour la partie prévention pure, mon auteur a écrit un slam de prévention. Parce que le slam c'est sympa, parce que le rythme est chouette, parce que j'aime beaucoup, parce que je ne sais pas chanter, donc le slam c'est quand même plus facile, et parce que malgré tout il y a des messages qui passent quand même beaucoup plus facilement, de manière un peu détournée, de manière... Ce spectacle, aujourd'hui, vous pouvez le jouer un petit peu partout en France, notamment grâce au soutien d'Aesio Mutuel. Et j'espère aussi un peu partout en France par d'autres biais. Et j'ai aussi la chance d'avoir une programmation parisienne. C'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais c'est que il touche énormément de personnes par le biais de la prévention, mais aussi par d'autres biais. C'est-à-dire que les hommes sont extrêmement touchés par ce spectacle. Je parle aussi de la charge mentale, du rapport avec le père, de comment aborder le sujet du divorce avec son petit garçon qui comprend pas tout. J'aborde des sujets de société et puis du coup donc ce fameux papillomavirus qui touche aussi les hommes. Ce spectacle, en fait, il y a beaucoup de gens qui me remerciaient à la sortie par rapport à la vaccination. Je vais faire vacciner mes enfants. J'ai pris rendez-vous chez le gynéco. Pour moi, voilà, j'ai ça, c'est bon, j'ai rempli ma mission. Donc je suis contente parce que finalement, je fais passer plein de messages différents qui touchent plein de personnes. Donc je trouve ça super chouette. Aesio a choisi ce biais pour faire de la prévention auprès de ses adhérents et je crois aussi auprès du grand public, d'une manière très généreuse. Mais effectivement, et dans certaines villes, c'est des très grandes salles et donc toute personne est invitée à venir découvrir ce spectacle. Peut-être pour terminer ce second épisode, un petit mot soit en termes de prévention ou en termes de conseils qui s'adressent aux femmes. Le côté un peu vicieux de ce genre de cancer, c'est qu'il n'y a aucun signe avant-coureur et que, encore une fois, le cancer est une maladie qui ne fait pas mal du tout. C'est le traitement qui des fois est un petit peu compliqué, mais qui vous sauve la vie. Le cancer ne fait pas mal. Vous pouvez avoir un cancer et ne pas le savoir. Donc, pour savoir, j'ai été aussi confrontée à des femmes qui ont peur de savoir, donc elles préfèrent ne pas y aller. Mais la peur n'évite pas le danger. Donc, plus on y va tôt, si jamais il y a quelque chose, ce sera pris en charge tôt, et plus tôt on va s'en sortir, et mieux on s'en sortira. Il faut prendre soin de soi, s'écouter, aller voir des spécialistes. Dans le prochain épisode, nous aborderons le parcours de résilience de Sabrina. Être mère n'est qu'une des nombreuses façons d'être une femme épanouie. Elle est donc allée chercher son bonheur ailleurs, transformant ses expériences douloureuses en source de force et d'inspiration. Pour connaître les dates du spectacle Ex Utero, rendez-vous sur le site ensemble.aesio.fr.